Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de critique de cinéma. Aujourd'hui, on va se pencher sur le réalisateur, producteur et scénariste américain Brian De Palma. Alors Brian De Palma, il est né le 11 septembre 1940 dans le New Jersey, aux États-Unis. Et il grandit dans une famille conservatrice. Étant enfant, il est passionné de physique et d'électronique, mais sa vie va changer quand il va découvrir pendant ses années d'études à l'université le cinéma d'Hitchcock ou encore de Godard. Et de là, il va réaliser ses premiers courts-métrages dès les années 60. Et son premier long-métrage, notamment en 1968, avec Robert De Niro dans The Wedding Party. Il va obtenir son premier succès avec le film musical Phantom of the Paradise en 1974. Aujourd'hui, on parle de Brian De Palma. On parle de lui qu'il est l'héritier d'Hitchcock. Il s'est bien inscrit dans le cinéma du Nouvel Hollywood avec des films thrillers notamment. Parmi ses succès, messieurs, on parle de Scarface ou encore des Incorruptibles. Allez, on va se pencher maintenant sur Greetings, le troisième film de Brian De Palma. C'est parti. Greetings, greetings, greetings. Wouldn't you like to go away? Et pour m'accompagner, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné donc de Firmin. Salut. Quentin. Salut à tous. Et Aurelio. Salut Thibaut, salut tout le monde. Alors, Firmin, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce film ? Eh bien alors, Greetings, c'est une comédie américaine, elle dure 1h28. Elle est sortie le 15 décembre 1968. En France, c'était à partir du 26 novembre 2003. Pour l'histoire, on pourrait la décrire comme un climat d'errance pour les jeunes Américains lors de la période de la guerre du Vietnam. Le film commence sur une diffusion télé du président Lyndon Baines Johnson. Il parle de l'engagement américain au Vietnam, donc comme on va en reparler plus tard, c'est un sujet important à l'époque. Évidemment. Et on suit 3 personnages principaux. Paul Shaw, joué par Jonathan Warden, John Rubin, joué par Robert De Niro, et Lloyd Clay, joué par Jerry Graham. Chacun d'eux cherchant alors un moyen de se faire réformer de l'enrôlement de la guerre pour aller au Vietnam. C'était très, ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Hein, Oui. On comprend, hein, personne, nous-mêmes, on n'aurait pas voulu y aller. Et pendant le film, on les voit aussi passer le temps de vie, en fait, dans l'attente du résultat, justement, à leur audition, que ce soit une acceptation ou un refus. Paul, lui, il passe son temps à enchaîner les rencarts via Internet. C'est sa petite passion. John, lui, il se voue pas mal au voyeurisme. Et Lloyd, il est passionné par ses recherches concernant le complot autour de l'assassinat de Kennedy. Le scénario, c'est une co-réalisation de Charles Hirsch et du réalisateur Brian De Palma. Les musiques, Aurelio nous en reparlera tout à l'heure, elles ont été composées par Eric Kaz, Stephen Sold et Artie Traum. Exactement. Le film a été produit par la société de production West End Films, par le co-scénariste, donc également producteur Charles Hirsch, et sous la société de distribution Sigma 3 Corp, qui est d'ailleurs une société française. Cocorico. Intéressant. Un fait notable sur ce film, c'est qu'il a coûté très peu. Il a coûté 43 000 $. Donc, petit budget pour un profit de plus d'1 million de $. C'est énorme. C'est vraiment un très gros succès à l'époque. À l'époque. Ouais. Hein. On a d'autres anecdotes sur le film, notamment le fait qu'il a reçu une assez bonne distinction, l'Ours d'Argent, en 1969. De manière très impressionnante sur l'aspect technique, c'est qu'il a été tourné en seulement 2 semaines. C'est très peu. Et C'est une prouesse hein, quand même. Bon, après, il n'y a pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui, mais... Non, mais surtout qu'après, c'est lui qui a fait le montage aussi. voilà, il a fait le montage tout seul. Donc Ok. c'est énorme. C'est vraiment... Voilà. Concernant sa classification à sa sortie, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il a été classé X, en fait. Donc interdit au moins de 18 ans, à cause de quelques images à caractère sexuel qui ont été retirées. Bon, il en reste quelques-unes, mais maintenant, il a le symbole R, donc le symbole qui stipule que pour aller le voir, il faut être, quand on est mineur, accompagné d'un adulte. Ok. Brian De Palma, quelque chose d'intéressant dans ce film, c'est qu'il fait un caméo. À la 21e minute du film, c'est l'homme sur les escaliers qui fume sa clope avec ses petites lunettes. On en reparlera tout à l'heure. Je l'ai même pas vu. Voilà, faut le remarquer, faut le savoir. Hein. Et concernant celui-ci, d'ailleurs, je finirai ma rubrique en parlant d'une citation qu'il a faite, qui décrit, je trouve, plutôt bien le film. Je vais vous la dire. Le film reflète ce qui nous obsédait dans les années 60. Les filles, on était en pleine révolution sexuelle. L'appel, tout le monde cherchait à se faire informer pour ne pas aller au Vietnam. Et bien sûr, l'assassinat de John Kennedy. J'y ai ajouté mon obsession du tout pour le voyeurisme, qui incarnait le personnage joué par De Niro.
Mais c'est vrai d'ailleurs que par rapport à Paul, dans l'histoire, Paul reflète énormément des années 60 et de cette idée de libération sexuelle qui Mhm. était vraiment au Bien cœur sûr, des ouais. sujets pour quasiment tout le monde, quoi. C'est comme si c'était plus tabou en fait finalement. Ah bah il y a eu Exactement. un réel changement de toute façon. À partir de ce moment-là, ouais. Il y a eu une volonté de le retranscrire au cinéma. Avec le Tinder de l'époque du coup. C'est ça. Donc merci Firmin, on montrera donc effectivement beaucoup de sujets intéressants dans ce film, comme la très controversée guerre du Vietnam, on vient d'en parler, et la mutation de la société de l'époque avec cette libération sexuelle à l'époque. Et donc avant de revenir sur ces thématiques-là qui sont très importantes, on va faire un petit point sur la BO du film, donc sur la musique avec toi Aurélio. Alors pour ce qui est de la bande originale, elle a été composée par Eric Kaz et interprétée par le groupe dont il fait partie, Beer. Ce qui est intéressant, c'est que Beer, ça n'a pas été leur premier nom de groupe. Il s'appelait avant The Children of Paradise. Et pour Qui est l'anecdote, très différent du coup. oui vraiment. Et pour anecdote, sous le nom de Beer, c'est le seul projet qui sortiront en groupe. Alors bière pas la bière, hein. Exactement, faut pas faire. Bon, bref. Ce groupe, dans ce groupe, on peut retrouver Eric Kaz lui-même, qui est présent au clavier et à la voix. Artie Traum, qui est guitariste et qui est aussi à la voix. Steven Souls, qui est la voix principale. On a aussi Skip Boone, qui est à la basse. Et Darius Davenport, qui est à la batterie. Certes, c'est vrai comme je l'ai dit, en groupe, ils n'ont pas fait beaucoup de Ouais. choses. Ils ont fait que Greetings. Individuellement peut-être. Mais ouais. individuellement, ils ont eu quand même une petite carrière. Mhm. Steven Souls, il a pu notamment faire partie de la bande de Bob Dylan pour sa tournée en 75. Plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, Artie Traum, qui en tant que guitariste, a beaucoup participé à des projets. Et Eric Kaz a quand même lui aussi fait pas mal d'interprétations remarquables. Pour partir un peu plus loin sur cette BO, pour moi, elle colle vraiment parfaitement au film. Mhm. On sent qu'elle a été composée et que c'est pas une musique préexistante. Elle reflète vraiment de cette génération des années 60s avec ce mouvement contre-culturel. Et j'ai ressenti vraiment... on le ressent à travers les sonorités, en fait. C'est vraiment Ouais. une BO très rock, très Ouais, psychédélique. c'est vrai, t'as raison. Dans tout ce qui est aussi changement des mœurs, ce côté on se libère, on se lâche un petit peu. et- Avec la libération sexuelle. Exactement. Comme on disait avant, oui. Et on ressent l'influence aussi des Beatles, quand même, qui ont influencé toute une génération pour ce qui est du rock. Et ça se sent quand on écoute. Alors, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais moi, je ressens quand même un côté aussi très jazz dans cette BO, très influencé par les rythmes et par la manière Et d'arranger. la présence de l'improvisation aussi. Enfin, on le ressent comme. Le but du jazz, ça va être aussi d'avoir ce côté improvisé. Et Ouais. dans certaines séquences, on se demande justement si c'est pas cette influence-là qu'on entend. Quoi. Totalement. Mais après, voilà, ça reste d'époque et ça reste très psychédélique quand même. Hein. Ouais, c'est spécial hein, finalement. C'est conceptuel. Ouais. Et ouais, c'est totalement balisé par les solos de guitare tout le long. hein, Mhm. C'est vraiment ça. Et merci Aurélio pour cette analyse très intéressante. Maintenant, on va revenir sur le contexte de la réalisation de ce film et la période artistique notamment de l'époque. Donc la guerre du Vietnam, on le sait, a beaucoup divisé les Américains et nombreuses sont les œuvres traitant ce sujet. On va y revenir avec toi Quentin. Alors, on va commencer par un petit point sur Brian De Palma, un petit peu plus en détail. On va dire, il a été sélectionné par Universal comme jeune réalisateur pour intégrer justement l'équipe et commencer sa carrière par ici. L'attention que le studio portait à ces jeunes réalisateurs était pas terrible. Du coup, il était mécontent et il a fait la connaissance notamment dans le studio de Charles Hirsch, avec qui il a lié une véritable amitié. Oui. Et d'ailleurs, on le voit, hein, c'est Charles Hirsch, co-scénariste, producteur. Donc Greetings, c'est De Palma, mais c'est Hirsch également, on peut le En noter. effet. Le duo de choc. Exactement. Donc De Palma, il est vraiment inspiré du cinéma des années 60, de cette emprise du documentaire, de filmer le réel, d'avoir cet aspect naturel par rapport à ce qu'on voit, que ça soit engagé, politique. C'est comme une volonté de filmer ce que les personnes voient et le retranscrire dans une pellicule. Et ça se ressent, hein, on est plongé dans l'histoire et à des moments on s'y croit. hein, On s'y c'est sent. On a une vraie vie et une fiction en même temps et c'est ce qui
peut-être a fait peur aussi aux studios et aux grands qui n'ont pas voulu croire peut-être dans cette chose-là. C'est clair. Après, voilà, dans ce cinéma, on sent qu'il veut s'inscrire dans le paysage cinématographique des années 60. Il veut reproduire également ce qu'il aime, que ce soit du Truffaut, du Godard. C'est vraiment quelque chose qui l'a inspiré quand il est venu à New York, où justement cette nouvelle vague l'a parlé et a transcendé son idée de cinéma pour le coup. On le voit également dans des dialogues ininterrompus, des longs plans séquences, des déplacements de personnages, vraiment inscrits dans ce réel, qu'est-ce qui se passe, le contexte. On peut le voir aussi dans les easter eggs, les différents livres, les affiches, les émissions de télé, ces choses qui permettent de contextualiser et de nous remettre dans ce réel-là et d'avoir un rôle immersif dans le visionnage de ce long métrage pour le coup. Je suis d'accord. Et la guerre du Vietnam dans tout ça? Alors, justement, la guerre du Vietnam, qui est quand même le sujet central de ce film. Cette histoire, ouais. On rappelle que le conflit, c'est 1965 à 1975, Greetings, 1968. Oui, on est en plein dedans. et puis Exactement. Un conflit qui a marqué, qui est avec les Américains, qui n'est pas très d'accord. Hein, voilà. C'est ça. C'est choquant. Et c'est ce côté aussi, ce film est dans la guerre du Vietnam et il prend vraiment la température et les changements que les Américains sont en train de vivre, tout simplement. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on sait que Brian De Palma, il est totalement anti-guerre du Vietnam. Mhm. Il l'a évité. Il s'est fait passer pour fou, pour être réformé, ce qui a plutôt fonctionné. Apparemment. Ce qui nous a offert Greetings. du coup. Exactement, ça nous a offert... Et puis c'est pas un exercice facile hein, d'être refusé quand même. Voilà. C'est le talent du réalisateur en tant que comédien, on peut le noter. Du coup, voilà, ça commence vraiment donc, sur l'ouverture sur la guerre du Vietnam. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que ça va très rapidement s'ouvrir sur les psychoses et sur les comportements des personnes. C'est la guerre du Vietnam en fond de la vie des Américains, comme si ça ne faisait pas intégralement partie de ce qu'ils vivaient, c'était une partie d'eux. Donc c'est plutôt intéressant. On peut aussi citer comme œuvre contemporaine le court-métrage de Scorsese en 1967, The Big Shave, Bien sûr. Le Soldat Bleu, 1970 avec Ralph Nielsen à la réal, Little Big Man, Arthur Payne, la même année. Donc là, on reste dans les mêmes périodes Exactement. de pendant la guerre. Hein. Exactement. Après, les chefs-d'œuvre d'après-guerre les plus connus, ou ceux qui ont marqué, il y a Voyage au bout de l'enfer en 1978 de Michael Cimino, Apocalypse Now 1979, Francis Ford Coppola, Évidemment. et mon petit péché mignon, Good Morning Vietnam, 88. Ah, ça m'étonne pas. Barry Levinson avec l'intemporel Robin Williams. Dans ton cœur, non, mais je comprends. Mais je crois que même De Palma, on a fait un autre. Alors, sur le il en Vietnam. a fait un autre, c'est vrai. En 1990, Outrage, avec notamment Michael J. Fox, qui était dans sa grande période avec les Retours vers le futur. Normalement, il y a Retour vers le futur 2 qui était en tournage ou qui allait se faire. Et il a un petit peu moins marché. Ça a fait beaucoup polémique vu qu'il est vraiment violent. Et c'est une base assez dramatique, donc ça a eu un petit peu du mal, malgré le fait que De Palma le considère comme un des meilleurs moyens de traiter le conflit du Vietnam. De toute façon, ce qu'il aimait, c'était casser les codes. Hein. Oui, Et oui. il l'a fait, on le voit dans le rôle de Michael J. Fox, qui sort totalement de ce qu'on a l'habitude de le voir. Mais écoute, merci Quentin. Donc ce film, on peut le résumer, hein, qui est donc engagé avec une volonté de marquer et de laisser une empreinte artistique particulière, tout en partageant les codes de son époque. Entre liberté et engagement, ce film s'inscrit donc dans le patrimoine du cinéma. Et justement, en parlant d'engagement, est-ce une bonne chose pour vous, messieurs, de traiter des sujets de société si controversés comme la guerre du Vietnam ou encore le voyeurisme à l'écran par le biais d'une fiction? Pour cela, je vais demander à Aurelio de voir si tu as un avis là-dessus. Bah ouais, totalement. Mais Ouais. je suis chaud de commencer. Bah, moi, j'ai vraiment ressenti ce truc où je me suis senti dérangé à l'écran. C'est vraiment un sentiment de malaise. Et pour faire le parallèle, pour comprendre ce contexte de voyeurisme, pourquoi c'est aussi présent dans les films de Palma, c'est aussi... Ouais, c'est notamment parce que quand il était petit, en fait, pour l'anecdote, sa mère soupçonnait son père de la tromper, donc elle a envoyé son fils, en fait. Elle a envoyé son fils Son éclaireur, exactement espionner leur père. Et c'est vrai que du coup, De Palma, pendant un petit moment, il avait ce truc de voyeurisme où il espionnait son père jusqu'à le surprendre pendant un adultère, et je pense que ça a dû le marquer.
Et c'est pour ça qu'il a voulu autant retranscrire dans ses films cette idée de voyeurisme. Et d'ailleurs, justement, mais c'est marrant que tu reviennes là-dessus parce que c'est lié justement avec la propre citation que Firmin a fait tout à l'heure. Et on sent que le voyeurisme par le personnage de De Niro, c'est quelque chose qui vient de lui, en fait, qu'il a rajouté sûr. sa patte et pour personnifier justement les trois personnages et leurs trois péripéties. Ouais, mais en fait, là-dessus, moi, il y a un petit truc qui me dérange en soi. Pas seulement l'aspect de la symbolisation du voyeurisme, mais dans la façon dont il est montré, parce que, comme disait Aurélio, c'est vrai que ça peut nous déranger un peu la façon dont on le bien voit, sûr. mais aussi du symbole que ça représente, parce que moi, je le ressens un peu comme une excuse de Palma, c'est-à-dire que c'est sa passion, une passion qui est assez controversée, immorale, Particulière, ouais. Oui, particulière. Et donc, en voyant ce film, on se demande pas si ça pourrait être une sorte de façon de lui de l'exprimer officiellement, légalement, Un côté sans aucune pervers. critique, quoi. Mais c'est un petit peu ce côté, le personnage de De Niro, c'est De Palma pour moi. Ça vraiment, il Ouais. fait J'assume à partie de travers sa la fiction, fiction, c'est ça à travers un personnage. Exactement, c'est Ça reste particulier, voilà. c'est De Palma par De Niro en Mais fait. voilà, c'est en ça que c'est un peu assez étrange et peut déranger certaines personnes qui le regardent, quoi. Et merci messieurs pour ce débat très constructif. Maintenant, on va passer aux analyses de séquences. Effectivement, je vous ai demandé avant l'émission de préparer une séquence particulière du film, Greetings, je le rappelle, qui a attiré votre attention, que ce soit sur les plans, les dialogues, les couleurs, les musiques. On va commencer par toi, Firmin. Moi, la séquence dont j'aimerais parler, c'est une des premières scènes du film. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, quand dans une des premières scènes, on voit Paul se rendre chez ses deux amis dans un espèce de magasin de vêtements. Pris un peu. Ouais, voilà. Et il arrive avec des traces de coups. En fait, on comprend qu'il s'est battu, il a un œil au beurre noir. Et en fait, c'est juste parce que la scène d'avant, on le voit, il a été provoqué des gens pour se faire casser la gueule en soi. Et c'est ce qu'il explique à ses amis quand il arrive, qu'il a été volontairement se faire taper. Pour se faire réformer en fait, tout simplement. Donc ça, c'est malin. Pour aller loin. Quand même. Mais ouais, voilà. Mais en soi, c'est pas de ce sujet-là que j'aimerais parler, mais justement de l'aspect technique de cette scène. Cette scène, elle est simple. En fait, il y a souvent des changements de plan. On voit les personnages discuter à l'écran et de dos et de face. Donc c'est un champ contre champ. Et pour le coup, cette scène, on peut remarquer que c'est peut-être volontaire ou non, à nous de voir, mais pour moi, elle est ratée. Parce que concrètement, d'une seconde à l'autre, on voit les changements de plan. Ouais, avec les directions de regard qui sont fausses, elles sont mauvaises. Ils regardent à gauche au lieu d'à droite à certains moments. Les personnages, ils sont pas dans les bonnes positions. C'est-à-dire que lorsqu'ils se tournent, ils sont censés être à droite alors qu'en fait ils sont à gauche. Ce sont des faux raccords. Même les personnages figuratifs, ils ont des incohérences vestimentaires. Le décor, il change pas, la luminosité un peu, et la caméra, on la voit bouger. Donc on comprend qu'il y a une véritable intention de changement, mais qu'elle est fausse. Et donc on peut pas. Ce serait bête de penser que c'est pas fait exprès, parce que c'est un art tellement complexe qu'on pourrait justement comprendre l'interprétation là-dedans, et on pourrait surtout voir là où De Palma a essayé de jouer, et c'est sur la manipulation, je pense, des faux raccords et des incohérences visuelles qui se placent dans la vogue, dont je vous rappelle, qui est le cinéma moderne. Et c'est justement ça, c'est cette part du cinéma vérité, d'avoir le film comme produit, et l'erreur de production ou de montage fait partie du film et le rend authentique en fait comme objet contemplatif artistique. Alors là, est-ce que c'est vraiment une volonté de base du réalisateur ou alors c'est une erreur? C'est difficile de le voir, mais en tout cas, il s'ancre bien, je trouve, dans ce côté un petit peu réel, où une scène qui est vraiment fixe, figée, où les personnages ne bougent pas, et le seul dynamisme de cette scène, c'est cette caméra qui se tourne en champ contre champ un petit peu bizarre. Mais je pense moi que c'est voulu, en vrai. Je suis d'accord avec Quentin, parce que ça s'implante dans le cinéma moderne. Cinéma moderne, oui, en effet. Hein. Non, mais le seul truc, c'est qu'on se demande concrètement. Là, on va aller justement dans toutes les scènes se poser la question à cause de ça. Et donc, cette branche-là, cette vogue-là, elle va nous interpeller. Donc, on va passer beaucoup de temps à se comprendre, à se demander en tout cas l'interprétation de celle-ci. Bah, c'est surtout ce qui dérange en fait dans cette scène, je trouve, et c'est peut-être ce que tu as ressenti, Firmin, c'est que c'est au début. C'est que ça arrive, on est plongé dans ça, direct dans un truc. Directement. On n'est pas forcément happé par l'histoire, direct, bim, on se dit quoi, faux raccord, erreur de montage, ce genre de choses. Donc c'est assez déstabilisant, et c'est peut-être voulu justement d'être là. Après, tu vois, c'est quand même une chose qui se faisait beaucoup dans ce cinéma de nouvelle ère, où la multiplication d'effets, avec par exemple
les plans accélérés, les faux raccords, c'était vraiment quelque chose qui se faisait. Donc c'était C'était peut-être une voulu, je manière pense. finalement de montrer sa patte artistique en fait, hein, finalement. Sûrement. On va passer maintenant à ta séquence, Aurélio, du coup qui t'a marqué, toi. Ouais, alors moi, pour ma séquence, j'ai choisi la scène où Paul se rend à son examen militaire, en fait, où ils vont le juger pour savoir s'il est apte ou non de partir. Cette scène, en fait, on les voit marcher avec un plan accéléré. Ah oui, dans la rue, là. Ouais, on les voit marcher un peu comme des militaires. C'est très comédie burlesque. On les voit arriver, on voit Paul, le personnage, faire un signe nazi Ouais, du ouais, bras. ouais, On sent vraiment, on pousse la chose à l'extrême pour montrer vraiment qu'il va faire tout pour pas être Alors pris. encore, il faut aller loin Et, pour se faire réformer. Voilà. Totalement, mais c'est pour ça que pour moi, vraiment, je sens que cette scène, elle a vraiment une résonance satirique parce que, comme j'ai dit, il reprend les formes de la comédie burlesque. Où on ressent, moi, j'ai ressenti vraiment la patte de Charlie Chaplin, Bien sûr. qui était d'ailleurs lui-même qui était très anti-guerre aussi, qui avait fait, par exemple, Le Mhm. Dictateur, qui était un film qui se moquait en quelque sorte de la Ouais, Seconde Guerre mondiale. l'accéléré aussi, je repensais au temps moderne dans cette scène, Totalement. avec la vitesse accrue et cette accélération des plans, justement, par rapport au contraste du Ouais. reste. Et la démarche. La démarche également. Ouais, je suis totalement d'accord. Et, franchement, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce truc aussi de contre-culture où on sent que De Palma, il Ouais. suit pas l'idée du gouvernement Oui, américain. oui, il évidemment. il va à l'encontre. Par le ridicule, en plus. Bah oui, Ça marche. parce que c'est vraiment, ça s'implante dans le Voilà. début de la guerre du Vietnam. C'est 68. La guerre du Vietnam, ça fait 3 ans qu'elle est là. C'est vraiment quand même, C'est c'est comme osé. si par ce film, De Palma était aussi le porteur d'une voix d'une majorité d'Américains finalement qui sont contre cette totalement. guerre. Hein. Mais c'est ça, il est vraiment là. Ce qui est marrant, c'est l'endoctrinement des jeunes pour participer à ce conflit-là, qui est totalement tourné au ridicule. Et quand on sait le passif de Palma à cette époque et son idée et comment il a dû échapper à ça, c'est un petit peu écho à son expérience personnelle. Donc c'est un insider de ce que lui et d'autres personnes faisaient. Yes. Et je vois Quentin que tu réagis. On va parler maintenant de ta séquence que tu as choisie toi. Alors moi j'ai choisi, en tout cas la séquence qui m'a particulièrement Ouais. marqué, c'est la séquence à la librairie Mm. où il y a Lloyd, John, il y a également une femme qui participe et un théoricien du complot. Voilà, donc Classique. c'est classique. Cette scène, je l'ai beaucoup appréciée vu il y a là De Palma, il a vraiment l'idée de jouer avec le spectateur lors de ce moment-là. Donc pour revenir un petit peu, c'est Lloyd, le personnage qui est vraiment dans la théorie du complot sur l'assassinat de Kennedy, qui commence à être en pleine paranoïa. D'ailleurs, on le verra dans la suite du film que ça lui a joué des tours jusqu'à sa perte, même si on peut le dire comme ça. Alerte spoiler, sorry. Du coup, voilà. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce côté que Lloyd et le théoricien, ils ont une discussion sur un livre qui porte sur le complot. Ils veulent pas laisser de traces pour l'acheter. Et en même temps, John, qui travaille, observe son ami qui a cette conversation et qui s'apprête à voler le livre quand le manager tourne le dos, tout simplement. Et la conclusion de cette scène est vraiment hyper intéressante et me parle fortement. Parce que, en réalité, John, qui, on pensait, avec l'œil du spectateur, surveiller son ami, était en train d'espionner une jeune fille, donc il se donnait au voyeurisme. et ce qu'on pensait être une couverture pour son ami, c'était son moyen d'aborder cette fille-là et de l'approcher lors des scènes qui suivent. Mais en plus, tu as ce truc où si je me trompe pas, tu es en plongée quand Oui. tu la regardes. Un véritable œil. Et en fait, tu te sens, ouais, t'as l'impression d'être John et de les observer. Observer vraiment- ta proie, c'est ça. D'observer ta proie et vraiment, t'es plongé dans ce truc de cinéma réel où t'as l'impression d'être dans C'est la ça. scène en fait. Exactement. Et là où c'est vraiment incroyable et qui m'a vraiment porté, c'est ce côté que De Palma a eu de déformer ce qu'il voulait dire pour que le spectateur soit surpris et esclave de sa propre vision des choses. Donc, de par sa mise en scène et ses choix de plans et son montage, on a vraiment été bluffé à la fin dans cette scène où on se rend compte le développement des personnages. Du coup, bah voilà, c'est C'est vrai qu'il est en 2 étapes, quoi.
En plus, il est notamment très drôle. Je sais pas si vous l'avez vécu comme moi, mais à cause de la musique. Parce que la musique C'est qui vrai. est très intrigante en apparence et qui paraît notamment de l'héritage jazz un peu improvisé à ce moment-là, Avec un son de design marqué, comme ouais, tu dis, ouais. assez perturbant, bah, elle la rend intrigante et ridicule de par l'humour qu'elle essaye de créer entre les changements brefs et courts et les interruptions de musique pour les dialogues. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on les voit Oui, et que oui, la oui. musique monte en tension et que là, boum, d'un coup, gros cut pour qu'on les entende, C'est très comique. moi, ça m'a fait rire. Quoi. Oui, C'est vraiment une séquence assez intrigante et assez drôle. Et c'est vrai que l'ouverture, justement, avec la musique et le son de design, ça m'a vraiment fait penser et écho notamment à l'introduction de Money Oui. de Pink Floyd, où j'ai vraiment senti ce côté bruitage au service de la musique pour mettre en scène un contexte, tout simplement. Ouais, Après, exactement. voilà, pour rebondir, hein, ce que vous dites, c'est vrai que moi, là, j'ai bien aimé effectivement de jouer avec le spectateur avec cette scène. Parce que c'est assez particulier et on se retrouve un peu au dépourvu. Et surtout, moi, le son qui m'a surtout qui a attiré mon attention avec des musiques assez particulières, quoi, loufoques. Moi, ça m'a limite dérangé. J'ai baissé le son, hein, clairement. Voilà, Ah non, mais c'est vrai que c'est Ouais. hyper saturé. mais ça colle, c'est, hein, ça bah, colle avec la scène. Mais c'est très, tu vois, c'est Mm. très dissonant. Enfin, moi, j'ai senti, enfin, le début, je parle, c'est très dissonant, et t'as l'impression que c'est un son d'alarme. Et, en effet. et ce que je disais en off, c'est que c'est un peu ce truc. Après, c'est moi qui interprète, mais t'as l'impression que c'est un peu comme une alarme de police qui te prévient de attention, Attention danger, c'est attention ça, ouais. danger, voyeur en approche, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Et dans justement ce que tu disais précédemment sur l'atmosphère anxiogène de la musique, il y a ce côté que on ne sait pas à qui l'associer, vu qu'il y a les deux personnages et les devises justement qui se répondent en quelque sorte Ouais, c'est ça. à travers le jeu de caméra. Donc justement, la musique dans ce contexte-là, c'est le attention, mais on ne sait pas Ouais. à qui elle porte. Et justement, ça propose, je trouve, plusieurs niveaux de lecture qui sont Ouais. totalement intéressants Avec les lors différences cette de rythme séquence. en plus, hein, Exactement, Mais exactement. après, moi, j'ai vraiment ressenti que la musique, tout le long du film, elle habille, Ouais. elle permet vraiment d'être plus plongée. Mais je trouve vraiment que dans cette scène, elle a vraiment un côté où plus une fonction émotionnelle où vraiment elle te fait ressentir. T'es Ouais, dérangé, ouais. tu sais pas C'est trop. pas En fait. automètre, quoi. C'est... Sur un petit pied un petit peu dans le mouvement et tu te demandes ce qui va se passer. Quoi. Le côté intriguant est très très réussi là-dessus. Un peu un sentiment de stress Bah, aussi, on c'est pourrait c'est dire. Hein, je l'intérêt sais en pas. fait de la musique parce que on voit que si on met autre chose comme musique, bah, ça serait différent la scène. Et justement, là où je trouve ça très fort, c'est qu'il y a ce côté très anxiogène au début, qui s'avère limite comme quelque chose qui nous berce en fait, dans une séquence qui dure un peu plus de 8 minutes, donc c'est assez long, mais justement, au début, ça dérange, ça agresse limite un petit peu l'oreille, et après, on se sent justement à l'aise Oui. grâce à ça, et ça Il y a nous une permet compréhension de, qui se met en place. Ouais. exactement, de comprendre et de se focaliser plus sur l'image, sur les changements de plan et ce genre de choses. Yes, carrément, je suis d'accord avec toi. Exactement. Mais écoutez, messieurs, il est temps de conclure et de terminer cette émission. Je vous remercie d'avoir participé. Et puis, Bah, merci à toi. Merci d'être une très belle expérience. Merci les gars, c'est sympa, top. Ouais, c'était top. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast de critique de cinéma. Salut! Salut. Salut les gars.